Des cris et des papiers déchirés par des députés arabes en pleine assemblée. Ils protestent contre une loi qui fait d'Israël un État-nation du peuple juif, un texte adopté par 62 voix contre 55 et 2 abstentions. Cette loi de l'État-nation est un crime haineux qui discrimine complètement les citoyens arabes, avec des articles racistes, notamment sur les colonies juives et la rétrogradation de la langue arabe. Le projet de loi se préparait depuis 7 ans et a été adopté pour le 70e anniversaire de l'État d'Israël. Il fait officiellement du pays un État juif et comporte plusieurs mesures contestées, notamment la perte du statut de langue officielle pour l'arabe et la promotion du développement des colonies juives. Nous continuerons à garantir les droits civiques dans la démocratie israélienne. Ces droits ne seront pas bafoués, mais la majorité a aussi des droits et c'est à la majorité de décider. Et la majorité veut garantir le caractère juif de notre État pour les générations à venir. Le projet de loi a provoqué la colère de la minorité arabe, qui représente moins de 20% de la population en Israël. Bonsoir tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Voilà, content de vous retrouver aujourd'hui pour la chronique hebdo avec monsieur Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Ouali. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, merci, j'espère que tout le monde va bien dans cette canicule terrifiante qui nous inonde à Paris. Merci pour ce petit trait d'humour, monsieur Cohen. Oui. Alors, donc ce soir, on a décidé donc d'aller sur un sujet. Donc je viens de passer cette petite vidéo, cette courte vidéo, donc sur une loi qui a été passée il y a 4-5 ans en Israël, donc sur l'État-nation. Et donc aujourd'hui, tout récemment, il y a eu une extension de cette loi. Donc justement, vous aviez décidé donc de nous parler un petit peu de tout ça. Et oui. Allez-y, allez-y. Je vais pas évoquer la loi. Bon, à la rigueur, on peut le faire une autre fois, mais disons, cette loi contient un principe, un des principes qui renforce le caractère juif de l'État d'Israël, c'est qu'il permet, et c'est un aspect qui est très peu connu, il permet à des communautés, des villes, des villages plutôt, des petites communautés juives, de refuser l'installation d'un non-juif. Pourquoi? Parce que ça peut bouleverser l'équilibre sociologique, identitaire. Enfin, ils ont trouvé des mots intéressants. Et au début, c'était pour des toutes petites communautés de quelques centaines de personnes. Et maintenant, ils viennent de l'étendre. Bon, d'abord, il faut vous dire une chose, c'est que Israël pratique l'apartheid résidentiel de manière, comment dire, pas légale, pas inscrit dans la loi, mais dans les faits, vous ne verrez jamais, quasiment jamais, de résidents arabes dans le centre d'Israël, par exemple à Tel Aviv et dans Rishon LeZion, etc., dans les villes qui entourent Tel Aviv. C'est-à-dire que personne ne louerait à un arabe. Et un arabe qui oserait, par exemple, habiter, louer, on lui rendrait la vie tellement dure qu'il serait obligé de partir. Bon. Et je vais vous raconter une anecdote qui me revient à l'esprit. Et c'est ça aussi l'aspect en Israël, la presse est libre. Contrairement à ce qu'on pense, c'est une des presses les plus libres, en tout cas, peut-être pas avec la crise sanitaire, mais en tout cas à l'époque, voilà l'article que j'ai vu, c'était en 2004. Il y avait un étudiant en cinéma, un arabe israélien, qui avait fait le film, un petit film de fin d'année,
et qui était très prometteur. Et donc, cet étudiant est allé voir le responsable de l'école de cinéma et il lui a dit, pour bien travailler, j'ai besoin de louer une chambre à Tel Aviv. Et vous savez que dans ces pays-là, il y a beaucoup de... C'était encore la tradition de chambres sur les toits. On voit beaucoup ça au Moyen-Orient. Et il disait, moi, une chambre sur le toit me suffirait, c'est juste, parce que chez nous, on est très nombreux. Ma famille, on est 10, et puis on est les uns sur les autres. Et je ne peux pas travailler. Et le cinéaste qui lui dit, mais il n'y a pas de problème, j'ai une amie avocate de gauche, elle a une chambre, appelle-la de ma part. Et donc le type l'appelle et elle reconnaît l'accent arabe. Bon, ne me demandez pas comment ils font, mais vous savez qu'au Maroc, par exemple, moi j'avais une amie, une Française, une coopérante, qui me disait, Jacob, comment tu fais pour distinguer les Juifs des musulmans marocains? Mais ça, c'est inné en nous. On a grandi avec ça. Et donc, les Israéliens reconnaissent l'accent arabe. Israélien, voilà. Ne me dites pas comment ils font, mais ils y arrivent. Et donc, l'avocate lui dit, tu es arabe, n'est-ce pas? Il lui dit oui. Il lui dit, je ne loue pas un arabe. Et donc, quand on se balade en Israël, les Arabes sont parqués dans des centres urbains avec très peu d'espaces verts, etc. Enfin bon, mais le sujet n'est pas là. C'est juste que pour dire, il y a quelques années, il y a une grande ville je vais donner 2 exemples. Il y a une grande ville, Afula, qui avait donné à ses employés un bout de terre. Ils peuvent se permettre parce que c'est une ville dans le nord. Et il y avait un infirmier arabe qui avait décidé qui avait demandé d'acquérir à Lopin, construire sa maison. Et ça a été le tollé, on avait dit, il a dû aller jusqu'à la Cour suprême pour garder son lopin de terre, alors qu'il est citoyen israélien. Il y a quelques années, la ville de Tzfat, Safed, avait créé un collège de médecine. Et donc, comme c'était dans la région où vivent les Arabes israéliens, la ville de Tzfat, qui est une ville juive, a eu peur de l'invasion d'étudiants arabes et là, le rabbin a émis un décret religieux interdisant aux juifs de la ville de louer ou de vendre des appartements ou des chambres à des arabes. Et ce décret a été contresigné par 500 rabbins dans la plus parfaite illégalité, mais qui est passé comme une lettre à la poste. C'est dire que cet aspect particulier de la loi sur l'État juif qui donne la possibilité à des communautés juives d'interdire l'installation d'un non-juif, donc d'un arabe, est passé dans la loi. Et qu'il y a quelques jours, la loi a étendu l'application de cette loi. Ça veut dire elle a donné la possibilité à des villages plus importants ou des villes plus importantes, par exemple, mettons, qui ont 1000 habitants, 2000 habitants, d'empêcher un arabe israélien d'habiter de quelque façon que ce soit chez eux. Bien. Moi, ce qui m'intéresse dans l'affaire, ce n'est pas de démontrer l'apartheid. Ça, je l'ai fait dans d'autres vidéos. On peut le faire dans une autre vidéo, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Seulement, ça me donne l'occasion de dire que les Arabes en général et les Palestiniens en particulier, sur le plan de la propagande, ils sont nuls, nullissimes. Ils sont, enfin, je ne vais pas utiliser d'autres termes, mais ils sont carrément, enfin, je veux dire, on ne peut pas arriver à un niveau aussi bête que ça. Pourquoi? Vous savez, dans la dialectique du dominant-dominé, je crois que je l'avais dit quelquefois, pour qu'il y ait un dominant, il faut qu'il y ait un dominé. Bon.
Et le dominé, parfois, joue le rôle du dominé. Il accepte de jouer ce rôle. C'est pas toujours, il n'y a pas toujours un rapport de force intégral. Ça veut dire où le dominant oblige. Regardez par exemple les Français. Ils n'aiment pas leur classe politique. Vous êtes bien d'accord. Bon, ils trouvent que les dominés français, ils trouvent que leur classe politique est pourrie, est corrompue, etc. Ils cherchent leur intérêt. Qu'ils soient de gauche ou de droite, l'important n'est pas là. Mais, en tant que dominés, ils perpétuent le pouvoir de leurs dominants. À chaque fois, et on leur donne un bulletin de vote. On leur dit, vous pouvez donner un coup de pied au cul aux dominants, que vous méprisez, contre qui vous râlez, mais ils ne le font pas. Et donc, ils jouent le jeu. Donc, ils peuvent pas venir après se plaindre, oui, Macron ceci, Sarkozy cela, etc. Non, ils acceptent, ils jouent le jeu du dominé. Et les Arabes, c'est pareil. Pour moi, je suis désolé. Quand on veut combattre le sionisme, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon, on se donne les moyens et surtout l'intelligence. Voilà. L'esprit pratique, l'esprit d'intelligence. Il ne faut pas s'étonner, peut-être je vais dire des mots un peu brutaux, il ne faut pas s'étonner que les sociétés arabes soient à un niveau de développement technologique, scientifique, intellectuel, etc., après 60 ans d'indépendance, qui soient restés à un niveau, disons, assez relativement bas. Voilà. Pourquoi? Prenons par exemple, OK, les Palestiniens ou les élites arabes qui veulent combattre le sionisme, elles ont là une arme de destruction massive contre Israël. C'est juste incroyable qu'ils n'utilisent pas ou qu'ils ne pensent même pas comment savoir l'utiliser et comment l'utiliser. Voilà. Israël, il a réussi à s'imposer. Vous savez, ce qui compte dans le monde, c'est le monde occidental, c'est les opinions publiques occidentales. Je veux dire, si les régimes arabes, si les élites arabes font de la propagande anti-israélienne dans les pays arabes ou dans les pays africains, ça compte pas beaucoup. Ce qui peut gêner énormément Israël, c'est la propagande dans les pays occidentaux. Voilà. Et donc, dans les pays occidentaux, c'est vrai, on nous dit oui, Israël a des relais dans les médias, il y a des journalistes juifs, il y a des sayanim, etc., etc. D'accord, ok. Mais qui empêche les autres d'en faire autant? Ou en tout cas, de tenter de faire autant. Voilà. Après tout, nous sommes dans une société ouverte, libre, un état de droit. On peut tout faire. Mais il faut avoir, je suis désolé de le dire, il faut avoir les cojones pour le faire. Voilà. Il ne faut pas raser le mur. Voilà. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir l'esprit, la mentalité du colonisé. Or, Israël a réussi à imposer dans les pays occidentaux, à s'imposer comme un État juif et démocratique. Regardez par exemple les manifestations contre la loi sur la Cour suprême. Mais le monde entier se dit « Ah là là, c'est fantastique, etc., la Cour suprême, les manifs et tout ». Et de temps en temps, il y a des militaires israéliens qui sont jugés, des flics. On interdit la destruction d'une maison arabe alors qu'on détruit 1000 à côté. Mais il y a une propagande qui marche bien. Or, là, je prendrai un autre exemple tout à l'heure sur la propagande qui aurait pu marcher. Donc, prenons cette affaire d'apartheid résidentiel. Bon, il ne s'agit pas évidemment de poster un message sur Facebook ou de faire une vidéo sur YouTube. Bon, ça dure quelques heures et puis après, ça passe par pertes et profits. C'est pas ça qui va et ça ne convainc que les convaincus. Voilà. Vous savez,
la majorité des Français, des Anglais, des Américains, ils ne vont pas regarder cette vidéo sur l'apartheid résidentiel. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait, je suppose que les pays arabes ont un peu d'argent, n'est-ce pas? Le Qatar, il a énormément d'argent. Le Qatar, il peut très bien, si on allait voir les autorités qataries et on leur disait, voilà, moi j'ai un projet qui va coûter 10 millions de dollars. Je veux mener une campagne dans les pays occidentaux qui va durer 3 mois sur l'apartheid résidentiel en Israël. J'ai besoin de 10 millions de dollars. Voilà 10 millions de dollars. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir, bien sûr, TF1, France 2, Arte, ils ne vont pas vous ouvrir les portes. Oubliez. D'accord, très bien. Vous êtes boycotté. Libération ne vous fera pas de cadeau. Le Figaro, rien. Nada. Très bien. OK. J'ai 10 millions de dollars. Je vais voir, je vais consacrer 1 million par société de communication à Londres, à New York, à Los Angeles, à Philadelphie, à Stockholm, à Berlin, à Varsovie, à Paris, etc. D'accord? Très bien. J'ai 10 agences de communication. Et je leur dis, je veux une campagne qui dure 1 mois. Je donne 1 million, enfin, c'est un chiffre, enfin, je veux dire, je ne suis pas en train de s'il faudrait peut-être 2 millions, j'en sais rien, mais l'idée est là, voilà. Je veux une campagne d'information qui dure 1 mois. Donc, affichage sur les bus, spot publicitaire dans les télés, publicité dans les journaux. Donc, un matraquage qui dure 1 mois. Et même, par exemple, en prenant l'affaire de cet infirmier arabe, par exemple, à qui on a refusé de prendre son lopin qui lui revenait et d'en faire un exemple. D'accord? Voilà. Et matraquer pendant 1 mois, voilà, Israël pratique l'apartheid résidentiel. Donc, dans les journaux, sur les bus, à la télé, au cinéma, on met le budget qu'il faut. Voilà. Les Arabes sont riches, les Arabes ont du fric, eh bien, ils mettent 10 millions, 20 millions, 50 millions, ce qu'il faut. Et je vous assure, si au bout d'1 mois, quand Israël va apparaître comme un pays d'apartheid résidentiel avec des exemples, eh bien, je vous assure que l'image d'Israël, en 1 mois, va changer du tout au tout dans l'opinion publique occidentale. Voilà. Et je vais vous donner un autre exemple que j'ai sur lequel… Oui. Monsieur Cohen, avant de continuer, on a une première réaction déjà. Oui, d'accord, oui, allez-y. Comme ça, avant d'enchaîner. Salam alaikum, Jean de la Street. Salam, merci pour ce space quotidien, la chronique hebdomadaire, pardon. Ça fait plaisir d'écouter encore M. Cohen. Moi, j'avais une question et allez, je vais corser le débat, peut-être qu'il ne va pas aimer M. Cohen, mais j'aimerais dire le problème c'est bien beau de vouloir faire une campagne comme ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'il y ait un échec. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a l'impression, média général, hein, même pas pour la question, oublions juste la question israélienne et la question palestinienne. Je parle des médias en général, j'ai l'impression qu'ils n'aiment pas la vérité. Donc, une propagande, ça serait mentir, peut-être d'un côté, ou c'est plus une campagne de dénonciation, parce que c'est réel ce qui se passe aujourd'hui en Israël. C'est pas quelque chose qui est faux, pour essayer de transformer pour créer une propagande. C'est justement informer simplement les gens. Et aujourd'hui, les médias n'ont plus envie d'informer. Ils sont en otage justement sur… Écoutez, monsieur, j'ai bien dit, je pense que Wari en est témoin. Ne comptez pas sur TF1, ne comptez pas sur Arte, ne comptez pas sur Libération, ne comptez pas sur Le Figaro. Les médias vous sont fermés.
Et ce que je dis, moi, c'est du commercial. Vous allez voir une société de communication qui fait de la pub. Vous lui dites, j'ai 1 million. Voilà. Mais la compagnie, elle a envie de gagner 1 million de dollars. Qu'est-ce que vous croyez? Elle n'en a rien à foutre. Elle peut faire une campagne de pub pour la lessive, elle peut faire une campagne de pub pour n'importe quoi, eh bien, elle fera une campagne contre l'apartheid israélien. Si elle gagne 1 million de dollars, mais il y a des tas de compagnies installées à Londres, à New York, à Los Angeles, partout, qui seraient prêtes à faire le boulot. Elles s'y connaissent en matière de propagande, en matière de présentation, etc. C'est une affaire commerciale que je propose, moi, d'accord? Commerciale. Voilà. Monsieur Cohen, il va juste terminer son propos et vous réagirez derrière. Vas-y. D'accord. Si je peux juste rebondir, justement, c'est intéressant ce qu'il dit. Moi, je suis d'accord avec lui. C'est vrai que quand tu vas donner 1 million d'euros à une compagnie privée, etc., elle serait prête à gagner justement cet argent-là, donc elle fera cette campagne. Mais quels seraient pour les préjudices alors pour ces sociétés-là qui vont s'engager dans une campagne à 1 million et on sait que derrière, les lobbies. Non, mais chute là, chute! Les lobbies. De merde! La dérive, moi, ce que je pense aussi, c'est qu'en faisant peut-être une campagne comme ça, le préjudice derrière, à la fin de cette campagne-là, serait peut-être beaucoup plus grave pour cette entreprise-là qui aura entrepris ce genre de communication, par exemple. Accepter de faire une communication, justement, pour dénoncer cet apartheid, par exemple. Vous partez. Ok, vous avez terminé? Oui, allez-y, monsieur. J'ai terminé, monsieur Fall, allez-y, ouais. Mais vous partez perdant. Le drame du dominé, c'est de partir perdant. Mais bon Dieu, ok, on crée des agences de com. Et puis, enfin, je veux dire, il faut bien commencer par quelque chose. On peut pas partir du fait que, oh là là, est-ce qu'on a essayé de faire ça? Pas du tout. Il y a eu déjà des campagnes d'affichage sur les bus londoniens, par exemple. Mais il faut voir la réaction. Moi, j'ai vu la réaction des Israéliens. Ça leur fait un mal terrible, ça. Parce que pendant des jours et des jours, on affiche des choses sur les bus dans, je ne sais pas si c'était à Londres ou à Zurich, je ne sais pas quoi. Non, il faut être dans un esprit de combat. Voilà. Et si on n'a pas cet esprit de combat, alors on baisse les bras et on se dit, eh bien, il n'y a plus rien à faire. Mais moi, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Après, de toutes les façons, vous savez, je vais vous dire, je vous parie ce que vous voulez, 1 contre 1000, que tout ce que je vais dire ce soir ne servira à rien. Voilà. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Vous savez, il y a 5 ans, j'étais à Beyrouth. 4 ou 5 ans. Enfin, j'ai fait quelques voyages à Beyrouth. Et le dernier, j'avais une réunion. On m'a emmené dans une réunion avec tous les représentants de toutes les organisations palestiniennes. Ça veut dire, ils se réunissaient mardi matin à 11h quelque part. Alors, il y avait les représentants du Fatah, du djihad islamique, du Hamas, les syndicats, etc. Enfin, toutes les organisations envoyaient 1 ou 2 représentants. Bien. Et on m'a dit, enfin voilà, j'avais des contacts et on m'a dit, voilà, bon. Et à l'époque, je leur ai dit, voilà, vous avez une arme extraordinaire pour mener une propagande contre Israël. C'est ce qu'on appelle la détention administrative. C'est quoi la détention administrative? Ça veut dire que le régime israélien, qui passe pour démocratique, peut arrêter n'importe qui, n'importe quel citoyen, même qui est palestinien, étranger, n'importe quoi, pour 6 mois, sans procès, sans jugement, sans avocat. Voilà. Il y a des centaines de Palestiniens qui sont ainsi enfermés. Sauf que il y a parmi ces personnes-là, il y a une députée palestinienne qui s'appelle Khalida Jarrar, qui est du FPLP. Bien. C'est une mère de famille, une femme, une députée. C'est, je veux dire, l'icône parfaite pour en faire le fer de lance
de la propagande anti-sioniste sur la détention administrative. Je leur ai dit, voilà, il faut mobiliser pendant 3 mois, 6 mois, toutes vos énergies pour en faire le symbole, mais pas à Damas, pas à Beyrouth, pas au Caire, non, à Londres, à Paris, etc., pour en faire le symbole de l'injustice israélienne, de l'enfermement des Palestiniens. Il faut que cette image de Khalida Jarrar, il faut qu'elle devienne que tout l'Occident, enfin une grande partie de l'Occident, lorsqu'il voit cette femme, il l'associe à la détention administrative, à l'oppression sioniste, etc., etc. Vous Monsieur avez Cohen, Monsieur oui, Cohen, si je puis me permettre, je rebondis sur ce que vous dites, c'est intéressant. Mais est-ce que on n'a pas déjà vécu ça par le passé? Si vous vous souvenez, cette image qu'on avait de cet enfant euh, qui était caché ou protégé par un adulte des tirs israéliens il y a oui, peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années en arrière, cette oui, image avait quand même fait le tour du monde. très bien, Est-ce que, d'accord. est-ce que pour le coup, ça avait Oui, changé oui. quelque chose? Non, cette image a montré un aspect de l'oppression militaire. D'accord? Voilà. Mais l'oppression militaire, vous savez, après tout, d'abord, il y avait une campagne sioniste en montage. Vous savez que c'était une affaire qui est arrivée jusqu'à la Cour d'appel de Paris. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ça veut dire qu'il y a des mouvements sionistes qui ont contesté, qui ont poursuivi le journaliste de France 2, qui, comme j'ai oublié son nom, qui était le correspondant de France 2 pendant 20 ans en Israël. C'est dommage, le nom m'échappe, mais bon. On l'a poursuivi, il a été harcelé, on est allé devant le tribunal, etc. Très bien, non, mais d'accord, ok. Mais ça, c'était il y a 15 ans, il y a 20 ans, d'accord. Bon, et après, ok, là, on a une affaire, elle est actuelle. Cette femme, elle est en prison, là, en ce moment, où elle est libérée, elle est remise en prison. Il faut actualiser un peu les choses. On ne va pas vivre sur le passé. Qui connaît en Occident la réalité de la détention administrative? Qui? À part les mouvements pro-palestiniens, etc. Mais il faut savoir faire de la propagande. Il faut prendre cette image et en faire l'icône comment dire, de l'oppression sioniste. Il faut que cette image devienne, même si on met 10 millions de dollars, il faut qu'on la passe au cinéma, sur les affiches, on paye des pubs à la télé, etc. Tout est commercial en Occident. Avec l'argent, on peut tout acheter. Eh bien, il faut que cette image devienne l'icône de l'oppression sioniste. Et donc, tout le monde était d'accord. Ils ont dit, ah oui, 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 très bien, bravo, etc. D'accord, bon, ok. Mais rien n'a été fait. Voilà. Donc, en fait, c'est le drame. Voilà. Alors, il y a de passer de l'idée à la réalisation. Là, voilà, le problème, je voulais mettre l'accent ce soir parce que la Palestine, quand même, les Arabes en général, regardez l'occupation du Golan, la judaïsation de Jérusalem, la colonisation, etc. Les Palestiniens ont un dossier extraordinaire sur le plan de la propagande. Bien sûr, l'ONU vote des résolutions chaque année, mais on s'en fiche. Je veux dire, ce qui compte, c'est travailler l'opinion publique. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Il y a 10-15 ans, il y avait un soldat israélien qui a été enlevé par le Hamas, détenu au Hamas. Et à l'époque, je me suis très vite rendu compte, au bout de 24 heures, parce que tous les médias, c'est-à-dire il y a un mot d'ordre qui a été donné au Sayanim, à mon avis, matraquer le nom du soldat. Matraquer le nom du soldat. Et donc, pendant des jours, les hommes politiques, les médias poussés par les Sayanim, poussés par la propagande israélienne,
ont matraqué le nom du soldat. Et un jour, j'étais à Rabat, je faisais une conférence. Et j'ai fait semblant, je leur ai dit, vous savez, ce soldat qui a été enlevé par le Hamas. Et les gens ont dit, Gilad Shalit, des Marocains qui sont venus à une conférence antisioniste. Et je leur ai dit, voilà, vous avez intégré dans votre inconscient, que vous le vouliez ou non, contre votre gré, le nom du soldat. Il vous est resté dans votre mémoire. D'accord? Eh bien, j'aurais voulu, c'est ce que je leur ai dit, faites que le nom de Khalida Jarrar devienne un nom quasiment commun. Voilà. Ça veut dire, pourquoi, c'est ça qui m'étonne, pourquoi, j'ai fait quand même quelques conférences, j'ai discuté avec des gens, etc. Pourquoi ce message ne passe pas? Ça veut dire, pourquoi des gens ne prennent pas le relais? Je vais vous donner un autre exemple. Justement, avant de continuer, Monsieur Cohen, Oui, il y a des demandes sur Twitter. N'hésitez pas, mais par contre, envoyez-moi un DM d'abord, s'il vous plaît, parce que je ne connais pas du tout les profils, donc je préfère m'assurer qu'il n'y ait pas de souci. Donc, envoyez-moi un DM et on vous fera monter. Voilà, allez-y, Monsieur Cohen, désolé. Ah, je fais, c'est la même histoire, c'est, comment dire, c'est le même phénomène, mais sur un autre plan en France. Je crois que j'en ai parlé, mais je vais vous rafraîchir la mémoire. En 2015-2016, des collégiennes musulmanes ou des lycéennes musulmanes, pour protester contre l'interdiction du port du voile, s'étaient mises à porter une jupe longue à l'indonésienne. Voilà. Et c'est là où le harcèlement anti-musulman, anti-maghrébin, est terriblement efficace en France. Ces filles étaient convoquées par la direction, étaient mises à pied pour 2 jours, et on les avertissait que si elles recommençaient, elles seraient exclues, etc. Bon, très bien. À l'époque, j'étais très concerné par ce combat-là. Et j'avais même ouvert une page Facebook qui s'appelait La journée de la jupe. Donc c'était en 2015. Hein, et je disais, voilà. Et à l'époque, j'étais quand même un peu assez populaire, assez connu. Aujourd'hui, beaucoup moins, parce que ça fait quelques années que je ne fais plus des vidéos, etc. Enfin bon. Et je leur ai dit, voilà, on ne peut pas accepter une telle discrimination, un tel harcèlement illégal, illégitime. Donc, moi, je vous propose la chose suivante. La journée de la jupe, on se met d'accord sur une date, mettons le 3 mai. Voilà. Et on fait d'abord un appel, on réunit le maximum de gens, partout, des Maghrébins, des musulmans, etc., dans toutes les villes, les associations, faire des appels dans les mosquées, voilà, faire une mobilisation. D'accord? Et le 3 mai, on envoie 50 000 collégiennes ou lycéennes musulmanes avec une jupe longue. Voilà. Et là, on met le ministère de l'Éducation devant la chose suivante. 50 000 filles musulmanes mises à pied. Voilà. Et là, tout de suite, attention, les avocats, etc., etc. Bon. Eh bien, je suis désolé de le dire, je suis triste de le dire, mais si les Maghrébins en sont là aussi, c'est un peu de leur faute. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'avais dit que la relation dominé-dominant, le dominé a sa part de responsabilité dans sa relation envers le dominant. Et donc, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien, etc., mais ça n'a jamais été, enfin, ça a peut-être été relayé par-ci, par-là, mais l'idée n'a jamais abouti. Voilà. Et voilà, donc, après tout, pourquoi le CRIF se gênerait pour dominer, voilà, pourquoi le gouvernement se gênerait pour comment dire aux Maghrébins, vous avez un statut inférieur. Voilà. Que vous le vouliez ou non, vous l'impose.
nous sommes dans un état de droit et les Maghrébins ne savent pas, ou ils n'ont pas le courage de le contester. Je parle pas, bien sûr, il y a des associations, il y a des youtubeurs qui résistent, qui font, etc. Mais c'est des poignées. C'est pas c'est pas la communauté qui se mobilise. Donc voilà ce que je veux dire, c'est que il faut, si on veut gagner, ben, il faut se prendre en main. Donc tout à l'heure, celui qui m'avait dit oui, les médias sont contre, etc. Là, il n'y a pas un problème de médias, je suis désolé. C'est une question, si on a le nombre, si on a 50 000 lycéennes et collégiennes qui vont le même jour avec Duplanque, ben, j'aimerais bien voir la gueule du ministre de l'Éducation nationale, renvoyer 50 000 lycéennes. Voilà, et donc, tout est un rapport de force, mais il faut savoir se battre. Il faut savoir, c'est pas, je veux dire, c'est pas en faisant, il faut avoir l'intelligence des moyens, se dire, ok, voilà, je suis en France, qu'est-ce que j'ai comme moyen pour résister? Voilà. Et et malheureusement, moi je leur ai donné le moyen, je leur ai dit, voilà, j'avais même créé cette page Facebook, la journée de la jupe. Voilà. Mais malheureusement, ça n'a pas été repris. Et donc, moi, pour revenir aux Palestiniens et aux Arabes, malheureusement, regardez l'arrogance d'Israël qui fait quasiment ce qu'il veut parce que, ben, je suis désolé, il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de résistance, comment dire, culturelle, intellectuelle, politique, sociologique. C'est tout ce qui est du domaine de l'esprit. Voilà. C'est ça le point sur lequel je voulais insister. Alors, Monsieur Cohen, moi, je suis complètement d'accord avec vous là-dessus. Il n'y a pas de poids, en fait. Il n'y a pas de résistance en face. Et moi, je vais vous donner un exemple, mais qu'on retrouve ailleurs dans une. Moi, j'ai vécu ça par le passé, en fait. Une histoire de marché. Allez, je vais vous donner l'exemple. Voilà, c'est du vécu, donc je vous en parlais clairement. Voilà, c'est dans le transport. Vous négociez un marché avec ce qu'on appelle un donneur d'ordre, et en fait, voilà, ce donneur d'ordre vous vend ce marché, et donc vous allez contractualiser ce marché. Sauf que, au bout de quelques mois ou quelques années, ce donneur d'ordre se permet de vous imposer d'autres choses sur le marché, sans d'autres conditions, voilà, d'autres conditions, et sans vous le signifier ou sans vous le notifier ou quoi que ce soit. Et en fait, vous êtes plusieurs dans cette situation-là. Le donneur d'ordre impose ses conditions à tout le monde. Et sauf que ces conditions sont défavorables. Et malheureusement, dans ce cas de figure, vous allez voir que sur tous les clients qui sont en marché avec ce donneur d'ordre, sur tous les clients, si justement tous ces clients-là se mettaient d'accord pour justement faire blocus face à ce donneur d'ordre, ce donneur d'ordre forcément ne se plierait pas à la condition il nous imposerait pas cette condition supplémentaire sans augmentation de frais ou de choses comme ça. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est que quand il y a si tous ces clients étaient liés main dans la main pour aller contre les conditions imposées par le donneur d'ordre, le donneur d'ordre se serait plié. Parce que sinon les clients auraient abandonné le marché et ils se seraient retrouvés sans ces clients. Mais malheureusement, moi j'ai vécu ça, et en fait, il y a toujours, vous vous retrouvez toujours tout seul dans ces cas de figure, et vous finissez par perdre le marché, et les autres restent à continuer à travailler avec les conditions qui ont été imposées par le client, par le donneur d'ordre, et au même tarif. Voilà. Et en fait, voilà, c'était un petit exemple que je voulais vous mettre en parallèle, parce que c'est exactement la même chose, en fait. Quand vous vous trouvez face à quelqu'un de plus fort que vous qui veut vous imposer quelque chose, si vous alliez pas tous face à lui, vous allez être rien du tout. Et en l'occurrence, là, c'est un peu le même cas de figure. Il faudrait une union Alors une union, et comme vous l'avez très bien dit, organiser une propagande. Voilà. Mais vous, à votre niveau, Monsieur Cohen, je vais vous poser la question. À votre niveau,
vous conseillez ça comme ça sur aujourd'hui ici, mais c'est pas la première fois que vous parlez, hein, en général, vous l'avez assez répété. Mais est-ce que vous avez la possibilité, par exemple, de le conseiller à des politiques, à des je sais pas, de faire de la diplomatie auprès de ces pays arabes? Vous voyez ce que je veux dire? À mon niveau, c'est-à-dire quand je faisais des conférences, je rencontrais des médias, je faisais des interviews. Par exemple, j'étais interviewé par Al Jazeera, Al Mayadeen. Donc, je faisais passer le message. Mais encore, enfin, ce message, il faudrait qu'il fût relayé, amplifié. Moi, j'ai pas comment dire, je ne suis qu'un intellectuel, enfin, je veux dire quelqu'un qui pense. J'ai pas il faudrait que le message soit repris par des gens qui sont sur le terrain, qui ont le budget. À la rigueur, j'aurais pu conseiller, enfin, mais encore faut-il qu'il y ait des gens qui reprennent la chose, qui l'appliquent, etc. Or, je ne l'ai pas vu, malheureusement. C'est dramatique. Voilà. Et c'est ça, d'ailleurs. Vous savez, c'est pas un mystère. C'est-à-dire, quand même, quand on voit soit la population maghrébine en France, son importance économique, numérique, etc., universitaire et tout le bazar, et par rapport à une autre minorité, et la place qu'elle a, c'est quand même anormal. Voilà. Mais on ne peut pas mettre ça, je suis désolé, on ne peut pas mettre ça sur l'islamophobie de TF1 et du Figaro. C'est parce que quand on est 7 ou 8 millions, eh ben, il faut s'organiser. Si on ne s'organise pas, c'est de leur faute. Voilà. C'est pas, on peut pas. Il y a d'autant plus que nous sommes dans un état de droit, qu'on le veuille ou non. Enfin, bien sûr, c'est pas un état de droit parfait, mais si on veut s'organiser en association, combien de fois j'avais dit, mais il y a plusieurs années de ça, vous savez, quand j'avais fait une conférence à Marseille quand j'avais dit aux Maghrébins, vous savez, le CRIF vous a déclaré la guerre, vous avez le choix entre vous soumettre ou résister. Voilà, vous ne pouvez pas faire autrement. De deux choses l'une, ou vous soumettre et vous rasez le mur, ou bien vous résistez. Voilà. Donc vous choisissez, mais on vous a déclaré la guerre. Vous n'êtes pas dans une société où on va vous dérouler le tapis rouge. Voilà, c'est tout. Il faut vous battre. Si vous voulez avoir vos droits, il faut vous battre. Et on a les moyens de se battre ici en France. C'est pas vrai que, je veux dire, il y a des instances judiciaires, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Qu'on ne vient pas me raconter des histoires. Voilà. Mais il faut avoir le courage de le faire. Il faut mettre les moyens, il faut s'organiser. Et vous savez, un jour, j'avais dit, je ne sais pas quelle occasion, pourquoi le CRIF est fort? Parce que tous les juifs, enfin les juifs qui se battent, vous savez, le CRIF ne représente qu'un tiers des juifs. En France, il y a seulement un tiers des juifs qui sont, comment dire, qui veulent se battre, qui sont engagés dans le combat pour Israël, etc. Les deux autres tiers, ils n'en ont rien à fiche. Voilà. Mais avec un tiers, ils y arrivent. Pourquoi? Parce que c'est une organisation qui réunit toutes les tendances politiques, toutes les tendances religieuses, toutes les tendances communautaires. Il n'y a plus de séfarades, etc. Moi, j'avais proposé, souvent, j'avais dit aux Maghrébins, créer une organisation ou une instance, pas une organisation, une instance qui aurait les moyens de vous représenter tous, Algériens, Marocains, Tunisiens, quelles que soient vos différences régionales, berbères, tout, ça n'a pas d'importance. Et une organisation qui représenterait 7 ou 8 millions, vous imaginez la force de frappe que ça serait? Voilà, donc c'est une question et donc on ne se fond pas dans cette organisation, c'est-à-dire dans cette instance. Personne ne perd son autonomie, son intégrité. Si on est berbère, on reste berbère.
Si on est Casablancais, on reste Casablancais. Si on est Algérien, on n'aime pas les Marocains, on reste Algérien. Si on est Casablancais, on n'aime pas l'Algérie, etc., etc. Enfin, je veux dire, ça ne change rien à son identité propre. Qu'on soit religieux, islamiste, salafiste, athée, de gauche, ce que vous voulez. Mais on a une instance qui nous représente. Donc, si on est 1 million, 2 millions qui versent 20 euros par an et qui a un budget de 20 ou 30 millions, ben voilà, moi je ne sais pas. Donc, pourquoi ce message, le problème c'est quoi? Pourquoi ce message ne passe pas? Voilà, ça le problème. Pourquoi le message, par exemple la journée de la jupe, je l'ai dit il y a 10 ans. Bon, la conférence de Marseille, c'était en 2015. Moi, je m'en fiche, c'est pas la question, mais pourquoi ce message ne traverse pas comment dire, ne passe pas de moi à d'autres qui se disent, tiens, c'est une bonne idée, on va la reprendre et on va la faire nôtre. Alors écoutez, monsieur Cohen, il y a peut-être un élément de réponse là avec, on va donner la à Kassem. Salam alaikum. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Oui, non, c'est vrai qu'en fait, j'ai toujours été choqué en fait quand je vois les lobbies qui existaient déjà, lobbies manière parfaite, surtout juifs, et avec la proportion de maghrébins qui est en France et aucune organisation. On a eu un moment là, il y avait une association, mais bon, ça n'a pas été très loin, donc elle ne réunissait pas beaucoup de monde. Et je prends l'exemple, il a pris, tout à l'heure, on parlait d'opération sporadique comme pour cette femme palestinienne, en fait, qu'il aurait fallu justement, comme État sionistes, répondre, rendre viral un peu partout. Il y a même les réseaux sociaux. Moi, je prends un exemple en Algérie, par exemple, parce qu'il faut le dire, après l'islamie, après la décennie noire, je ne sais pas si vous vous rappelez du Hirak algérien, mettez-vous bien dans la tête que même si les gens, à une époque, ont été piégés, 80% des Algériens ont voté pratiquement fils. Par contre, pendant le Hirak, je suis désolé, ils ont essayé de récidiver, ils ont été phagocytés par le peuple. C'est-à-dire, ils ont essayé d'intégrer les marches, ils ont été éjectés. Et pour en venir aussi à l'Europe, là, on va un petit peu transférer ça ailleurs, mais quand vous luttez contre quelque chose qui en fait dérange, c'est-à-dire qui dérange le peuple, les populations. On prend par exemple le hijab le hijab que nous ne reconnaissons pas aujourd'hui, mais nous avons nos vêtements traditionnels. Il y a eu beaucoup de manifestations et on ne va pas dire qu'on va mettre que des robes kabyles. Vous allez voir des jeunes femmes toutes habillées en robe traditionnelle kabyle, des femmes qui vont porter le haïk, par exemple, algérois. On va voir dans le Rouhani un autre type de vêtement, mais qui est vraiment identitaire, qui représente bien. Mais tout ça va dans un sens commun. C'est pas parce que ça part par région que le sens n'est pas commun. Le but est le même, s'opposer à une identité qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas à nous. Et ça marche. Ça marche. Et c'est valable pour énormément de mouvements qui peuvent être faits. Il y a des moyens. Je crois que financièrement, il suffit de réunir de l'argent parce qu'il faut de l'argent. Il faut le dire. Nous, ça peut être très spontané parce que c'est tout le monde qui s'y met. Écoutez, mettre en Europe, c'est pas un problème. Mais par contre, il y a des types d'organisations où ça demande des moyens financiers. Là, je suis d'accord avec Cohen, ce qu'il dit, sur le travail qu'il a fait. Malheureusement, c'est pas suivi. Il n'y a pas un suivi derrière, alors qu'il s'agit quand même. Et à ton avis, tu penses que ça viendrait de quoi, ce blocage, qu'il n'y ait pas de suivi, qu'il n'y ait pas de réaction, qu'il n'y ait pas d'avancée, justement, collectif? Comment tu expliquerais ça, toi? Il y a des clivages. Je pense qu'à l'intérieur même, il y a des clivages. Il y a des véritables clivages. Des clivages
Genre, des Attends, clivages. excuse-moi, il t'entend pas bien, Monsieur Cohen. Donc, il a dit que Dieu a des clivages. Ah, Vas-y, non, continue. parce que je n'entends pas bien. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous l'entendez bien ou Ali, mais moi, je l'entends. Mon micro, Ouais, il est horrible, en fait. c'est assez C'est pas... parasité. Hein. Ok. Ouais, non, je parlais justement de clivage interne, en fait. Hein. Ça arrivait hein, même ici et partout. Hein, ça arrivait. Je sais que je suis parti en Algérie, il y avait des moments. Souvent, il y a les politiques aussi. Hein, il ne faut pas oublier que certains politiques qui sont surtout de Kabylie ont toujours suivi cette idéologie, en fait. Moi, Attends, il va te répondre, Monsieur Cohen. Allez-y, Monsieur Cohen. comment dire, ma vision, ce n'était pas, enfin, si j'ai bien compris, hein, parce que malheureusement le message était un peu difficile à entendre. Et en fait, moi, mon idée, c'était quand j'avais pris des exemples sur l'oppression palestinienne et des exemples sur l'oppression maghrébine en France, c'est-à-dire ce sont des rapports des populations palestiniennes ou maghrébines par rapport à un dominant étranger hostile. Voilà. Je ne parlais pas des luttes internes dans un pays, des contestations internes, des mouvements populaires internes, etc. Là, on rentre dans des considérations régionales, locales, linguistiques, nationales. Ça, c'est un autre, enfin, je veux dire, c'est un autre débat. Moi, je visais comment dire, la question, par exemple, le monde arabe, en général, et avec les Palestiniens, bien sûr, est confronté à une agression sioniste. Voilà. Donc, quelles sont les possibilités qu'on a pour contrer cette oppression sioniste? Comment combattre l'oppression sioniste au niveau médiatique, au niveau politique, au niveau intellectuel, culturel, etc. Voilà. Comment renverser le rapport de force défavorable qui est favorable aux sionistes, comment renverser ce rapport de force vis-à-vis de l'opinion publique occidentale. Voilà, d'accord. Et sur le plan intérieur français, comment une population maghrébine qui a ses diversités, bien sûr, à la limite, on aurait beaucoup de mal même à organiser une fête ensemble. Mais quand on a un intérêt supérieur commun, quand on a un ennemi commun, quand on a une situation d'oppression qui pèse sur tous. À ce moment-là, on peut considérer comme prioritaire de créer une instance pas supérieure, mais disons, qui représenterait tout le monde uniquement au niveau de ce combat, c'est tout. Voilà. C'est ça le point. Et les Juifs, ils sont arrivés. Voilà, donc ils ont un seul porte-parole. Voilà. Monsieur Cohen, avant de donner la parole à Mario, il y a justement il y a un message qui est sur YouTube là. Apparemment, les Noirs africains ont essayé de copier le même mouvement associatif, si on peut appeler on peut appeler ce mouvement comme ça, le CRIF, en créant le crâne. Le cran, oui. Le cran, pardon. Le cran, oui. C'est le mouvement des associations. C'est RAN, oui. Voilà, mais il existe depuis quelques années. Mais bon, apparemment, moi, par contre, c'est silence radio, quoi. On n'entend pas trop parler. Silence radio, voilà. Il a été assez médiatisé il y a quelques années, 7-8 ans, je crois. Et puis après, je ne sais même pas s'il existe encore ou s'il est actif, etc. Bon, il est évident que l'auditeur de tout à l'heure, il a raison, dans le sens où tout mouvement qui va émerger pour contester comment dire, la domination sur les Maghrébins, tout mouvement qui va surgir, il va être poursuivi. C'est normal. D'ailleurs, regardez comment
deux personnalités maghrébines ont été expulsées, alors que ce sont des pères de famille, etc. Et puis il y a la loi sur le séparatisme. Bien sûr, il y aura, mais en même temps, je regrette de le dire, mais enfin, quand on est une communauté de 7 ou 8 millions, si on s'organise, mais on peut balayer l'oppression gouvernementale. Alors, monsieur, Oui. Pour répondre à votre question, oui, ce mouvement, il existe toujours. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran là. C'est le Conseil représentatif des associations noires et il compterait aujourd'hui 1200 membres. Bon, franchement, 1200 membres sur une population, il y a quand même au minimum, enfin, je sais pas, il doit y avoir 2 millions de Noirs en France, non? Enfin, 1,5 million, 2 millions, je ne sais pas. Non? Oui, enfin, certainement, voire minimum plus. 1 million. Minimum 1 million, donc 1,5 million. Bon, 1200, c'est epsilon. Ah, je suis désolé, c'est même pas. C'est un ciné-club. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bon. Ouais. Vous savez, une fois, moi, j'avais dit, s'il y avait, par exemple, vous savez, il y avait un avocat qui s'appelait Karim Achoui. Bon, je ne sais pas si des gens se rappellent de lui. Oui, bien sûr. Bon. Et il avait des velléités d'organiser la communauté. Il était combatif, il était avocat. La Ligue de défense des musulmans. Bon. Ah bon, j'avais oublié ça, d'accord. Mais voilà, le problème, c'est quoi? S'il y avait eu 100 000, 500 000 musulmans qui y auraient adhéré, voilà. Là, Karim Achoui, aujourd'hui, aurait tenu tête à n'importe qui en France, avec 500 000 membres. Voilà. 500 000 membres, ça veut dire avec un budget de 10 millions d'euros par an. Donc imaginez la mobilisation des avocats que ça va faire, etc., etc. Voilà le drame. Le drame, c'est qu'il n'y a pas eu 500 000 membres derrière lui. Voilà. Ouais. On va donner la parole à Mario qui est là. Mario. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Cohen, altitude. Oui, bonsoir. Oui. Donc, écoutez, pour répondre là, c'est pas dramatique. Non, non. Le drame, c'est ce qu'on voit parmi nos élites, nos responsables politiques. C'est ce qu'on voit concrètement leur décadence en fait. Donc, le drame, pour nous maghrébins, si je puis me permettre, Monsieur Cohen, c'est pas un drame. Nous, c'est au final ce qu'on a vécu et on place notre confiance en Dieu. Après, par la suite, quand on peut pas agir. Donc, lorsque nous sommes plusieurs nationalités, c'est-à-dire plusieurs États, Maroc, Algérie, Tunisie, il y a eu plusieurs éducations plutôt différentes. Donc, il y a la propre éducation algérienne qui fait que on répond, on se met debout et on dit ce qu'il faut dire, on se défend. Et il y a par contre de l'autre côté, on va dire, si je peux me permettre de dire, l'éducation marocaine qui est plutôt, oui, comme on dit, voilà, il y a pour résumer, hein, bien sûr, hein, je résume. Mais le drame, il n'est pas maghrébin. Le drame, il est plutôt dans ces élites. Je répète, quand on voit leur décadence, quand on voit leurs principes, au final, quand on entend parler de leurs principes, hein, puisqu'au final, ils nous disent, voilà, on légifère pour telle ou telle situation. Par exemple, le tir d'armes, tir à bout portant, voilà, le foulard, hein, ça vous l'avez déjà cité, donc la loi séparatisme, hein, voilà, donc voilà, nous comme on place notre confiance en Dieu, ça c'est ce qu'ils n'ont pas. Les musulmans ont ça parce que nous c'est tous les jours ça. C'est comme la prière, c'est 5 fois par jour, c'est le matin le plus important. Quand on franchit le seuil de la porte de la maison, on place notre confiance en Dieu. Et comme c'est écrit dans les textes, que ce soit bibliques ou bien coraniques, donc il y a quand même Israël est quand même affiché, écrit. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. La solution est divine. Voilà, en fait. Donc moi je sais qu'en France c'est pas évident de tenir. Pourquoi? Parce que moi, je vous dis ce que j'ai vu de ma propre expérience. Hein. Donc, à la mosquée, nous sommes
plus donc marocains, algériens, tunisiens, turcs. Donc pour lever des fonds, pas de problème. Mais après, quand il s'agit politique, ouais, là vraiment, on a des gens qui vont s'engager et des gens qui vont pas s'engager. Donc on a forcément des Algériens qui vont s'engager, ça c'est clair, parce que nous on a connu. Donc et voilà, c'est complètement différent. L'éducation, c'est très très important. Comme on dit, Tsarabeu, comme ça. Voilà, ils ont été éduqués comme ça. Voilà, merci. Oui, très Merci. bien. Oui, oui. Bon, c'est... Donc, Ceci dit, c'est l'éducation, ça ne répond pas à la. Vous savez, on a dérivé du monde arabe et de la Palestine vers les Maghrébins ici. Mais si on revient à notre à la première partie de notre entretien, on est parti de, comment dire, de l'impuissance du monde arabe en général et de la Palestine en particulier à proposer une contre-propagande à la domination sioniste alors qu'on a les armes pour ça. Voilà. Et donc, on a dérivé sur les... Parce qu'il y a une similitude, certes, mais voilà, il y a quand même ce problème qui est là et auquel on ne trouve pas de... Enfin, on ne voit pas de solution. Voilà. En tout cas. Alors, oui. Ouais, excusez-moi, je vous ai coupé. Donc, il y avait une autre réaction, c'est Kassem, si tu peux y aller. Et par contre, parler un peu plus fort, on t'entendait pas très bien tout à l'heure. Merci. D'accord, moi je voudrais revenir un petit peu sur les choses, parce que il est vrai que si on parle d'une région ou d'un pays en particulier, mais ce qu'il faut dire, alors je vais insister sur ça, si on dit qu'il n'y a pas la cause palestinienne n'est pas reprise, et il faudrait peut-être revoir certaines images du Hirak. Vous avez remarqué une chose, je ne dis pas qu'elle est reprise en France, ce n'est absolument pas vrai, les associations font un travail de merde, et je le dis, ils foutent rien, c'est pas visible, et ça je suis d'accord avec M. Cohen, pour une raison X, mais même pendant le Hirak où c'était un problème interne, n'oubliez pas que tous les drapeaux palestiniens étaient dans les rues, et on était des millions. Donc ça peut quand même, ça a eu quand même un impact quand même sur le... Oh, je suis désolé, vous voyez... Allez-y, M. Cohen, répondez-lui. Allez-y, M. Cohen. C'est pas ça qui va donner, c'est pas ça qui va empêcher Netanyahou de dormir. Est-ce que vous comprenez ça? Enfin, je veux dire, moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que là, voilà, ok, quand il y a au Maroc, en Algérie, il y a des manifestations, il y a des centaines de milliers, des millions de drapeaux palestiniens. Eh bien, moi, ça fait une belle jambe à Netanyahou. Voilà, je suis désolé, ça ne change rien. Je dis, voilà, moi, j'ai donné deux exemples. Par exemple, Khalid Jarrar et l'apartheid résidentiel. Il y a des possibilités de mener des campagnes concrètes, énergiques, capables de mobiliser les opinions publiques occidentales et donc d'inverser le rapport médiatique qui est aujourd'hui à 99% pour Israël. Donc voilà. Enfin, j'espère qu'il y aura. Enfin, peut-être qu'on ne parle pas de la même chose, je ne sais pas. Voilà. C'est pour moi, on parle de la même chose. Mais différemment, c'est tout. Les mots, ce ne sont pas les mêmes mots que j'essaie. Ce que j'aurais voulu. Attends, je vais vous exprimer quelque chose. Enfin, je vais dire une chose. C'est que j'étais très souvent des cadres associatifs. Je vous jure qu'il est extrêmement difficile, même qu'on ait une très bonne volonté, de faire bouger les gens. Je vous jure que c'est très difficile. Oui, ils acceptent tout. À partir de ce moment, il y a un traitement de langage, il y a des explications comme les conférences que vous avez faites. Mais de là à une participation aussi bien financière que de suivi, c'est extrêmement difficile, franchement. Alors qu'en principe, écoutez, puisqu'on est tous d'accord sur une chose,
Surtout qu'en France, quand même, le nombre de Maghrébins, d'Arabes, de tous les pays, de Palestiniens, est extrêmement nombreux, de Turcs. Et ça devrait être très facile. Eh bien, je suis désolé. Non, 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 non. Quand je parle de clivage, je sais très bien de quoi je parlais. Je l'ai vécu. C'est bien joli quand on est dans le langage, quand on est dans le message qu'on veut lancer, qu'on veut laisser. Mais quant à l'application, c'est une autre histoire. Voilà où le bas blesse. C'est là que je parle carrément, non pas de clivage, mais à la limite d'infiltration. Vous savez, par exemple, quand j'ai demandé, je reviens à cette réunion que j'ai eue avec les délégués de toutes les parties palestiniennes à Beyrouth. Bon. Quand je leur ai proposé de mener une campagne internationale en Occident avec Khalida Jarrar comme icône de l'oppression sioniste, etc. Et ils étaient tous d'accord. Ils ont trouvé ça. Qui pourrait être, enfin, qui pourrait contester comment dire, l'utilité d'une telle campagne? D'accord? Très bien. Bon, je pense que avec tous ces gens qui étaient là, s'ils avaient voulu, ils auraient frappé aux portes du gouvernement saoudien, algérien, qatari, etc., et quémandé quelques centaines de milliers de dollars, quelques millions, etc., et on aurait lancé la campagne. Moi, la question que je pose, pourquoi cette campagne qui aurait donné une image exécrable d'Israël au sein de l'Europe et des États-Unis, pourquoi cette campagne n'a jamais été faite? Voilà, c'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de mobiliser des gens. On n'a pas besoin de faire manifester 100 000 personnes. Il suffit de réunir 50 personnes. 50, voilà. 50, on crée un comité de 50 personnes. On va voir les gouvernements. On leur dit, voilà, on veut lancer telle campagne, voir les ambassades. On ramasse ce qu'on ramasse et on va voir des agences de communication pour lancer une campagne. C'est pas la fin du monde, c'est pas sorcier. Pourquoi ça n'a pas été fait? Moi, c'est ça qui me. Enfin, je veux dire, moi, ça. Bon, c'est pas que ça m'empêche de dormir parce qu'il faut que je dorme. Mais enfin, je me dis, mais bon Dieu, on a une arme extraordinaire. Voilà. Et je veux dire, une femme députée, mère de famille, qui est emprisonnée sans avocat, sans raison, sans rien. Enfin, je veux dire, ça doit mobiliser. C'est pas mobiliser les gens pour descendre dans la rue. C'est-à-dire pour une campagne, mettre sa photo sur les bus, payer des pubs à la télé, etc., etc. Enfin, voilà. Pourquoi ce n'est pas fait? Voilà, c'est ça, moi, qui me turlupine. Voilà, c'est pourquoi on passe pas alors que quand on a discuté, ben, ils ont trouvé ça. Ah oui, qui pourrait dire, qui est celui qui oserait dire pas du tout, c'est pas intéressant, ça ne sert à rien. Non, au contraire, voilà. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? Voilà, c'est ça la discussion de ce soir que je voulais lancer, c'est on a comment dire, une campagne, vous savez, comme on dit, c'est quasiment offert sur un plateau. L'apartheid résidentiel. Est-ce que vous imaginez, on lance une campagne publicitaire et on aurait dit, et si on interdisait des juifs à habiter dans des zones chrétiennes ou musulmanes pures? Après tout, si on fait le parallèle. Mais enfin, vous imaginez l'impact que ça aura? Moi, je reste sans voix. Voilà. Je reste sans voix devant, je ne sais pas quoi dire, l'inertie. Moi, dès que j'ai vu l'article, je me suis dit, mais bon Dieu, on a une campagne clé en main. Il suffit quoi? De quelques dizaines de personnes qui prennent ça en main, qui vont demander le financement et qui lancent la campagne. Voilà. Et parce que enfin, c'est terrible de voir cette image d'Israël qui impose sa démocratie, soi-disant, son état de droit, enfin, alors que c'est totalement bidon. Et on a l'occasion là
de foutre ça par terre, de détruire le storytelling sioniste. Tout leur baratin, toute leur histoire, machin, etc. Enfin, voilà. On va donner la parole à Kassem et derrière, on va peut-être clôturer, Monsieur Cohen. Kassem, si tu veux rebondir et j'aurai une dernière question à poser à Monsieur Cohen et on s'arrêtera là. Merci. D'accord. D'accord. Justement, Monsieur Cohen, ce que je voudrais dire aujourd'hui, là, maintenant, justement, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, là, puisqu'on en parle, de lancer quelque chose, en fait, réel, de concret. Il ne faut pas des millions de personnes pour le faire. Hein. Et moi, je suis d'accord. Ben voilà. On est tous d'accord, je pense, Monsieur Cohen. Oui, on est d'accord, mais encore faut-il que de nouveau agir. C'est-à-dire mettre ça en marche, en fait. Voilà. C'est pour ça que je suis revenu un petit peu dans le passé tout à l'heure. Hein. C'était pas du tout le but. Hein. C'était justement pour amener progressivement vers quelque chose de concret. À ce moment où on sait qu'il y a été énormément de Maghrébins, on est tous en France et on n'a jamais su créer quelque chose de concret. Mais à ce moment-là, on peut créer au niveau de la propagande, et ça va être pas si facile. Il y a des gouvernements qui vont aider. Moi, je vais vous dire que je vois très mal le gouvernement algérien, même marocain, même tunisien, pour à la limite, refuser des sommes pour une campagne de propagande. Ok. Pardon, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Il voit très mal le gouvernement algérien, marocain, etc. Non, le contraire. Tu peux répéter, Kassem? Oui, je vois mal refuser des sommes qui ont déjà, pour des raisons humanitaires, hein, qui ont déjà été envoyées au Koweït. Exactement. Si on allait demander au gouvernement algérien, saoudien, 2 ou 3 millions, c'est quoi 2 ou 3 millions pour eux? C'est rien du tout. C'est rien du tout. Eh bien, avec 20 ou 30 millions, mais on peut faire des campagnes extraordinaires. Voilà. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est. Enfin, bon, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas refaire la conférence. Pas de souci, Monsieur Cohen. Alors, tu as fini, Kassem? La dernière question. J'ai fini, c'est bon. Très bien, merci. Samsoul, avant de clôturer, tu as quelque chose à dire? Tu veux rebondir peut-être ou pas du tout? Non, écoute, l'intervention, enfin, moi j'ai suivi depuis le début et c'est assez complet. Moi, si je me permets juste un petit crochet, on voit que actuellement, je suis désolée, je sors un peu du sujet, mais votre avis m'intéresse un peu, Monsieur Cohen. On voit que c'est très tendu en ce moment à Aix, au tribunal surtout d'Aix-Marseille. On a vu que les policiers étaient maintenus en détention provisoire. Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution à cette situation ou est-ce que ça risque de s'empirer? Non, fondamentalement, les Maghrébins seront toujours persécutés en France. Voilà. Il faut pas rêver. On ne vous donnera jamais vos droits comme un cadeau de Noël. Voilà. Moi, je l'ai dit en 2015, il faut vous battre. Voilà. Parce que nous sommes dans une société où l'establishment, influencé par qui vous savez, a décidé que les Maghrébins n'auront pas tous leurs droits. Et on fera tout pour les emmerder. Voilà. Ça veut dire pour leur rendre la vie la plus difficile possible. Dans le cadre du droit, bien sûr. Et donc, tout ce qui se passe avec la police, vous savez, ce n'est pas nouveau. Essayez de retrouver les vidéos de Coluche dans les années 70. Mais il en parlait déjà. Mais on le sait. Dans les années 50, 60, il y avait les ratonnades. Donc, ce sentiment, cette politique anti-maghrébine, elle continuera jusqu'à ce que les Maghrébins seront assez unis, courageux, forts, etc., pour résister, pour dire basta. Mais basta pas en parole, basta parce que nous sommes organisés, parce que nous avons 1000 avocats avec nous, 5000 avocats avec nous, et on va mener une guérilla judiciaire, etc. Donc, en fait, il faut pas rêver. Tant que les Maghrébins ne s'organisent pas, et c'est ça, par exemple, la journée de la jupe dont je parlais tout à l'heure, ça fait partie de cette Karim Achoui, ça fait partie aussi de cette idée que les Maghrébins doivent s'organiser s'ils veulent obtenir leurs droits. Regardez par exemple comment les Maghrébins sont invisibilisés partout, dans les médias, dans le monde politique, etc. Mais c'est voulu, c'est pas.
comment dire, c'est pas une coïncidence, c'est pas anodin. Donc, et comme tout à l'heure, j'avais dit dans la réunion de Marseille en 2015, je leur avais dit ceci, le CRIF vous a déclaré la guerre. Quand je dis le CRIF, ça veut dire le gouvernement aussi. Hein. Quand on a vu le président du CRIF faire lever la main à Macron, ça veut tout dire. Donc, le CRIF vous a déclaré la guerre. Et donc, vous avez le choix entre vous soumettre, et donc, voilà, vous rasez les murs, vous baissez la tête, etc., ou vous résistez. Voilà, donc, c'est à vous de savoir comment, enfin, de voir. Mais en tout cas, mais si vous entrez dans l'esprit de résistance, vous trouverez les moyens de le faire. Voilà. Très bien, Monsieur Cohen. Moi, avant de terminer, je vais juste vous poser une dernière question. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais ça concerne un petit peu l'actualité. Bien sûr, les derniers événements au Niger. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit, dans 2-3 mots, votre analyse par rapport au sujet? Et pensez-vous qu'il y aurait qu'une intervention militaire est possible? Bon, moi, personnellement, ça veut dire si je devais parier, je dirais qu'il n'y aura pas d'intervention militaire. Pourquoi? Parce que c'est pas un pays, là. À la limite, ça aurait été un pays isolé, on aurait dit, bon, c'est facile, enfin, ce serait facile. Mais là, il y a déjà 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, qui se sont déclarés quasiment, qui entreraient en guerre si jamais. Il y a l'Algérie qui a, je crois, interdit l'espace territorial aux avions militaires. Il y a des signaux qui sont donnés ici ou là, comme quoi, si jamais il y a une intervention militaire, ça risquerait de dégénérer pas au profit de l'Occident. Parce que là, ça peut vraiment, au contraire, entraîner d'autres pays, d'autres populations vraiment à se révolter, comme au Sénégal, etc., etc. Donc, mais voilà, on ne sait jamais. Mais disons que quand même, on assiste à un délitement de l'empire colonial français et par extension à l'empire colonial occidental. Mais c'est sûr que là, les pièces sont en train de se dissoudre et je crois pas, enfin, je vois mal comment, enfin, après tout, mais une aventure militaire est toujours possible, mais ça serait désastreux à mon avis, parce que les peuples africains en ce moment sont vraiment sur le pied de guerre et ça risque, alors à ce moment-là, une intervention militaire risquerait de balayer énormément de gouvernements. Très bien, merci Monsieur Cohen. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Hein. Je suppose que c'est l'actualité, donc il risque d'y avoir des mouvements. Donc ces prochains jours, on en reparlera. Encore une fois, merci. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao. À bientôt. Bonne soirée, Monsieur Cohen. Voilà les amis, merci pour cette chronique, c'était intéressant et pour ceux qui ont participé aussi, merci. Voilà, n'oubliez pas pour les nouveaux ou pour ceux qui arrivent ou ceux qui découvrent, vous pouvez revoir sur Altitude, sur YouTube sans problème. Hein, c'est c'est Altitude. Vous pouvez vous abonner, partager aussi, donner un peu de visibilité et voilà, n'hésitez pas à le partager, ça fait pas de mal et ça coûte rien. Qu'est-ce que je voulais dire je voulais rapidement aussi rappeler que les chroniques avec Monsieur Cohen, c'est tous les jeudis. Exactement, jeudi 19h30, ouais. On a fidélisé, habitué l'horaire, on a gardé ce jour. Donc voilà, c'est tous les jeudis. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre revenir en 2 mots sur ce qui s'est passé mardi, je crois, c'était mardi, ouais, il y a 2 jours, sur le space, où c'est un petit peu parti en cacahuète à un moment du space. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Moi, la plateforme Altitude, c'est, y a personne qui est derrière, c'est financé par personne. C'est moi qui l'ai créé. C'est suite c'était une continuité, pardon, du mouvement les alerteurs qui avait été dissous par Darmanin. Bon voilà, moi j'ai recréé cette plateforme, je suis tout seul, voilà, j'ai personne avec moi, j'ai besoin de personne. Bon, si j'ai besoin de personne, si j'ai besoin de quelqu'un avec moi, mais pas pour m'indiquer quoi faire ou m'interdire de donner la parole à quelqu'un. Moi, les gens viennent sur le space, demandent la parole, je leur donne la parole, j'ai aucun souci avec ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez très bien répondre avec des arguments et voilà. Tout simplement.
Donc, j'en dirai pas plus. Tout ce qui a été fait derrière, voilà, je vais pas communiquer là-dessus. Moi, Altitude, ça porte bien son nom. Altitude, il faut élever le niveau. Donc, moi, je reste à un niveau un petit peu élevé, même si j'atteins pas les sommets. Mais voilà, aucune prétention. Mais en tout cas, je ne regrette rien de ce qui s'est passé. Et s'il y a eu des insultes, je m'en excuse. Et voilà. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, je pense. D'ici là, il y aura pas grand-chose, pas sûr. Hein, je sais pas. Des fois, il peut y avoir des imprévus. Voilà. Et sinon, j'ai déjà normalement quelque chose vendredi prochain avec Emmanuel Leroy que je vous ai parlé déjà mardi. On a calé ça pour vendredi prochain. C'est un spécialiste aussi de la Russie. Il va nous parler un petit peu de l'actualité, des événements, d'un possible conflit militaire justement avec ce qui se passe au Niger, en Afrique. Donc voilà, vendredi prochain, j'ai pas calé l'horaire encore. De toute manière, vous serez informés. Voilà, je vous dis bonne. Rapidement, il y a Myriam qui lève la main. On va peut-être la laisser dire un mot et puis après on pourra fermer. Ouais, bonsoir. Ouais. Alors. Ouais, j'ai raté le space. Tu peux me l'envoyer sur mon compte. Ouais, le lien. Le et lien. puis ce soir, à 22h, il y a Idriss, il en fait un space ce soir à 22h. Voilà, c'était pour vous informer si ça vous intéresse. Idriss, c'est celui de Baraka City? Oui, Idriss, il m'a dit. Ouais. C'est à 22h? Ok. À 22h, hein. Voilà. Normalement, ça va être sur encore l'actualité, enfin, quand même. Puis la suite de son programme. Ouais, très bien. Merci, Myriam. Voilà. Bon, je vous laisse et bonne soirée. À plus tard. Ouais, moi, je vais juste clôturer là mon live sur les autres plateformes. Si vous voulez, je laisse le space pour ceux qui veulent discuter, réagir un petit peu. Sinon, je ferme, vous me dites. Ouais, voilà. comme tu veux. Ouais. Je sais pas. Ouais. Oui, moi, j'ai pas écouté. Je suis arrivé quoi j'ai écouté les dernières minutes. Je sais pas. Ouais, vous me laissez 30 secondes, je clôture et je reviens à vous. À tout de suite. Voilà, comme j'ai dit, donc je vous donne rendez-vous jeudi prochain avec la chronique de M. Cohen et vendredi avec Emmanuel Leroy. Bonne soirée à tous. Salam alaikum.